l'amitié, la force de la fraternité entre les peuples. Je déclare ouvert les 8e Jeux de la francophonie. Donc, Abdel, je pense qu'on peut commencer la session maintenant. D'accord, parfait. Donc, Alors, bonjour à tous. ouais, Abdel, vas-y. Bienvenue donc à ce webinaire qui porte sur l'impact des Jeux de la francophonie sur le sport en Afrique. Un thème qui n'est pas fortuit. Les Jeux de la francophonie seront bientôt à leur 9e édition. La crème de la crème du monde francophone sportif. On a avec nous Madame Zeyna Mina, qui est directrice du comité international des Jeux de la francophonie. C'est l'instance qui est chargée de l'organisation des Jeux de la francophonie. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Nous avons avec nous Léopold Senghor Germain, qui est directeur de la haute compétition au ministère de la Jeunesse et des Sports du Sénégal. De moment à autre, nous attendons Zeno Kabamba, qui est directeur du Comité national de la République démocratique du Congo en 2022, et moi-même, Abdelmalik Koudizé, journaliste sportif. Et une pensée pour Alexandre Youkbaré qui devait être avec nous, mais qui malheureusement a eu un empêchement. Alors, mesdames et messieurs, on va se plonger dans le débat proprement dit, en commençant par une question qui est un peu générale. C'est lié un peu à la pandémie de coronavirus qui a traversé le monde. Dans vos institutions respectives, comment vous avez géré cette période de coronavirus? Je commence bien sûr par Madame Zeyna Mina, qui est directrice, je le rappelle, du Comité international des Jeux de la francophonie. Oui, bonjour tout le monde.
On a fait comme la situation sanitaire l'exigeait. On est passé par visioconférence. Donc, on a pu de toute façon maintenir nos réunions, l'accompagnement de Kinshasa dans l'organisation. Et voilà, donc là, aujourd'hui, nous sommes sur 2 réunions hebdomadaires et ça se passe très bien. Donc, l'accompagnement se passe bien, le CNGF est bien installé et le travail sur place se poursuit. Donc, c'est par conférence, hein, on est obligé, il n'y a pas une autre solution. On n'a pas le choix, mais heureusement que grâce à la technologie, on s'adapte. Du côté du Sénégal, comment... Même les fédérations internationales hein, s'adaptent. Donc, on a même réussi à les mobiliser, les délégués techniques des fédérations internationales, les experts culturels, tout le monde se mobilise. Et là, on va même aller vers des formations en ligne pour accompagner la RDC et les fédérations nationales. Merci. Le nécessaire et nos besoins. Et parmi ces pays participants, je le disais tantôt, nous avons le Sénégal. Monsieur Léopold Germain Senghor, de votre côté, comment vous avez géré cette pandémie-là? Et là, le micro coupé. Le micro, hein? Oui, c'est le micro. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, parfait. Parfait, Oui. On vous entend là. Oui, oui. Bonjour Malik, bonjour Madame Mina, bonjour Mustapha, bonjour Thomas. Bon, pour ce qui relève de la pandémie et comment nous la vivons au Sénégal, bon, je voudrais juste dire que le repère que j'ai en termes de mobilité, en tout cas à travers le monde, c'est la dernière réunion du Conseil d'orientation qui s'est déroulée à Paris, où j'ai rencontré toutes ces personnes-là. Et je crois que depuis cette date, nous n'avons pas pu bouger de ce pays. Et je crois que c'est en mi-mars qu'on a fermé nos frontières et à la suite d'une décision du ministère de l'Intérieur interdisant toute activité sportive. Et depuis cette date, toutes les compétitions ont été arrêtées au Sénégal, notamment les championnats de football, de basket, mais également les compétitions au niveau des disciplines individuelles. Et depuis, bon, nous, administratifs, depuis cette date, nous nous réunissons peu. Et si nous le faisons le plus souvent, c'est en visioconférence. Mais je crois qu'il faut préciser qu'au Sénégal, il y a une tendance baissière de la pandémie et nous envisageons en tout cas la reprise des activités physiques. Et je crois que nous souhaitons la semaine prochaine tenir une grande réunion avec les fédérations nationales pour leur permettre de nous exposer leur planification quant à une éventuelle reprise. Donc, nous nous y acheminons. C'est un peu difficile. Il n'y a plus de voyages, en tout cas plus de réunions en présentiel, mais tout ce qui se fait maintenant, présentement, est fait par visioconférence. Même pour les conférences budgétaires, tout a été fait en visioconférence. Donc, c'est un peu difficile, mais en tout cas, il y a en tout cas, nous pensons que sous peu, on va aller vers une reprise des activités sur le plan national, mais également sur le plan international. On l'espère de tout cœur. Comme on le dit souvent, il faudra bien que le sport triomphe sur cette pandémie. On va tout de suite se plonger dans le vif du sujet. Je le rappelle, le thème, c'est l'impact des Jeux de la francophonie sur le sport africain. Madame Zeina, les Jeux de la francophonie
ont une particularité, ils possèdent un important aspect qui est celui des legs, celui de l'héritage des Jeux. Il y a eu des éditions en Afrique, il y a eu la dernière édition en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais avant, il y a eu en 2009, chez vous, au Liban, je le rappelle que vous êtes d'origine libanaise. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cet aspect de l'héritage des Jeux? Bon, héritage des Jeux, bon, je vais parler plutôt globalement parce que réellement, il n'y a pas eu de mesures scientifiques. Donc, pour les prochaines éditions, la prochaine, plutôt pour la RDC, nous avons l'intention de contracter des bureaux de recherche pour pouvoir avoir des mesures scientifiques, des mesures d'impact médiatique, des mesures d'impact sociétal sur le développement durable, sur les infrastructures. Donc, pour le moment, ces études n'ont pas été entreprises. Mais quand même, nous pouvons parler des impacts de ces Jeux qui ont eu lieu au Liban en 2009. Donc, comme vous le savez, donc, en général, quand on mesure l'impact d'une grande manifestation sportive et culturelle, parce que là, on est sur un événement particulier et les images là qu'on a projetées au début de ce webinaire sont très, de toute façon, représentatrices, pardon. Donc, c'est le sport, c'est la culture qui s'allient pour témoigner de la solidarité francophone et cela donne les Jeux de la francophonie. En fait, c'est une phrase que j'aime beaucoup et qu'on relaie souvent. Donc, alors si on parle au niveau économique, pour le Liban, vous savez qu'au niveau économique, il y a des effets directs, il y a des effets indirects. Il y a les dépenses de fonctionnement, il y a les dépenses au niveau de la candidature, les dépenses d'infrastructure et il y a les dépenses des visiteurs. Donc, il y a les dépenses qui sont générées avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Donc, pour le Liban, donc, évidemment, donc, ça a mobilisé pas mal de ressources sur place. Nous avions les infrastructures, donc il fallait réhabiliter essentiellement la cité sportive, mais par contre, on avait des infrastructures disponibles pour pouvoir accueillir les Jeux. C'était très particulier parce que la période à laquelle les Jeux de la francophonie ont été organisés, c'était une période trouble au Liban entre 2006, 2008 et 2009. Donc, mais les Jeux ont eu la force de rassembler. Ça a vraiment, si vous voulez, engagé une cohésion sociale. Et là, on a pu parler de trêve. On a pu parler de trêve olympique. Donc, le pays, vous savez, il y a 18 communautés religieuses et il y a plusieurs partis politiques, mais à l'occasion de ces Jeux, tout le monde était là, main dans la main, afin de pouvoir organiser les Jeux et réussir. Donc, de ce côté-là, on peut prétendre qu'on a réussi l'organisation des Jeux, même dans une période qui était assez trouble. Donc, par rapport, nous avons pu bénéficier également, de la réhabilitation des équipements sportifs. Si on veut un impact, si vous voulez, direct sur la population, ça a généré des emplois, mais bon, ponctuels pendant les Jeux. Ce n'étaient pas des emplois durables, mais par contre, on a bénéficié également de beaucoup de formations pour le mouvement sportif, les fédérations nationales, par l'appui des fédérations internationales, un accompagnement pour les arbitres, beaucoup de matériel sportif, et ça, on le doit à la France qui a financé vraiment tout le matériel sportif, donc, qui ont été utilisés et optimisés par la suite pour le développement de l'athlétisme, essentiellement le judo, la boxe et le tennis de table, si on parle des équipements sportifs. Donc, pour tout ce qui est donc impact également, nous avions organisé au monde des Jeux, nous avions organisé un colloque scientifique qui a porté sur l'amélioration de la performance sportive. Qui a été ce colloque a été financé par plusieurs parties prenantes comme la Conféges.
l'ambassade de France, la Belgique, la Suisse, le Canada. Donc, et là, c'était la première fois qu'on parlait si vous voulez, d'une approche entre le terrain et l'aspect scientifique. Parce qu'au Liban, la formation en éducation physique et la formation des entraîneurs au niveau universitaire, c'était vraiment un sujet très récent. Donc, les premières universités ont ouvert leurs portes, les facultés des sciences du sport, en 93, 95 et 97. Donc, parler de la notion de la performance, c'était vraiment un sujet. Et nous avions voulu, parce que malheureusement, au Liban, on n'a pas de stratégie de développement au niveau public, au niveau des ministères. Donc, nous n'avons pas des centres d'entraînement développés. Nous avons quelques sports on peut plus ou moins qui sont de niveau international ou important. Donc, en amont de ces Jeux, nous avions voulu mettre l'accent dans ce colloque. Quel est l'intérêt du développement de la recherche en sciences du sport, de l'intérêt de la formation universitaire, de l'intérêt du développement des différents diplômes dans le sport. Et ça a vraiment eu une répercussion sur cet aspect. Et finalement, donc, d'une faculté qui comptait à l'époque en 2009 49 étudiants, aujourd'hui on peut se lever et dire on est très fiers d'avoir 700 étudiants qui suivent une formation en éducation physique. Donc là, pour moi, ce sont les impacts ou les répercussions également des Jeux de la francophonie. Parce que, bon, vous pouvez deviner qu'on n'a pas eu beaucoup de médailles. Donc, il fallait vraiment qu'il y ait une prise de conscience de la part de la population, une prise de conscience pour ne pas juger nos athlètes. Au niveau artistique, on est bon, hein, au niveau artistique. Mais vous connaissez les critères et l'exigence de la pratique sportive et de la haute performance. Donc, nous avons voulu mettre l'accent sur ça pour ne pas juger nos athlètes, pour ne pas juger nos joueurs. Donc, je pense que cet aspect-là, on a réussi à faire une différence. Donc, depuis 2009, on a réellement fait une différence. Et ça, c'est, à mon avis, un des plus grands impacts qu'ont pu apporter les Jeux de la francophonie au Liban. Donc, évidemment, également, cette cohésion sociale que je viens de dire, qui était très importante aussi, qui a marqué beaucoup les esprits. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut se vanter que c'était l'une des meilleures éditions aussi, une des meilleures éditions, évidemment, avec beaucoup d'autres qui ont été organisées. Voilà. C'est vraiment ça, c'est ça la force des Jeux de la francophonie. On l'a bien compris, au-delà de l'aspect sportif au Liban, les Jeux de la francophonie ont eu des effets sur le social. Vous avez parlé de la cohésion, vous avez parlé surtout de la formation des ressources humaines, mais aussi des sportifs à qui les Jeux de la francophonie ont servi de tremplin. Monsieur Léopold Germain, chez vous, depuis la première, quel impact vous pouvez tout de suite nous dire déjà sur deux aspects, en commençant par l'aspect du sportif lui-même, quelle retombée, quel ressenti vous avez des anciens lauréats des Jeux de la francophonie sénégalais, bien sûr? Je vous remercie, Malik. Je pense qu'en parlant d'impact, pour ce qui est de l'organisation des Jeux de la francophonie, on ne peut parler que d'impact positif. Ces derniers temps, nous sommes malmenés par la pandémie et généralement, quand on parle d'impact négatif et positif. Là, mais je pense que pour ce qui est de l'organisation des Jeux de la francophonie, nous n'avons que des impacts positifs. Et je crois qu'au-delà de la promotion de la langue française, il y a les Jeux de la francophonie sont des moments d'échange, ce sont des moments de compétition culturelle et sportive, mais également des moments d'échange, de partage pour les jeunes de nos pays. Pour ce qui relève de l'impact pour le Sénégal, je crois qu'il y a lieu de préciser que quand nous participons
aux Jeux de la francophonie. D'ailleurs, je peux dire que nous avons participé à toutes les éditions, aux 8 premières éditions, et nous comptons le faire pour la 9e édition. Quand nous participons aux Jeux de la francophonie, c'est plus pour préparer nos athlètes dans les grandes compétitions, dans les grands événements sportifs internationaux. Et je crois que sur ce plan-là, nous avons délibérément pris la décision d'envoyer des jeunes, donc âgés d'au moins 25 ans. C'est pour leur permettre en tout cas d'envisager de participer aux grandes compétitions internationales, notamment les Jeux olympiques, mais également les grands championnats du monde pour l'athlétisme, le basket, mais également pour le football. Déjà, pour ce qui est de l'édition en Côte d'Ivoire, on avait pris le risque d'envoyer nos jeunes footballeurs qui étaient âgés de moins de 20 ans. Et je pense qu'ils se sont bien débrouillés parce qu'ils sont arrivés aux demi-finales. Et je crois qu'il y a lieu de continuer à participer aux événements de la francophonie parce que, en tout cas, ça a un impact positif, en tout cas, pour ce qui relève du management du sport au Sénégal. D'autre part, je voudrais préciser également, à côté des compétitions sportives et culturelles, comme l'a dit tantôt Madame Mina, les Jeux de la francophonie sont des moments d'échange pour les techniciens du sport, pour les médecins du sport, mais également pour les scientifiques de la pratique sportive. Donc, c'est beaucoup de bénéfices que nous avons lorsque nous participons aux Jeux de la francophonie. C'est aussi ça pour vous compléter. Vous avez parlé d'Abidjan. J'ai envie de rappeler aussi que des pays comme le Mali, le Niger et la Guinée avaient aligné des équipes de moins de 17 ans aux Jeux de la francophonie parce que ces 3 pays préparaient la Coupe du monde des moins de 17 ans et ils ont tous eu des résultats à la Coupe du monde qui s'était tenue en Inde. C'était en 2017, donc pratiquement 3 mois après ces Jeux. Madame la directrice, j'ai envie de vous demander, vous, au niveau central, au niveau de la direction des Jeux, bien sûr que vous avez des retours de vos lauréats. À ce jour, vous êtes fiers d'eux, on l'espère, on se dit. Oui, bien entendu. Même là, et je voudrais partager avec vous. Donc, nous, on a l'accompagnement qui se fait par la Conféges. Là, il n'est pas là, il aurait pu nous donner beaucoup de détails. Nous avons donc évidemment là pour nos lauréats artistiques, on vient de recevoir de la part de la direction de la culture qu'il y a un accompagnement des lauréats des Jeux de la francophonie. Donc, une tournée de la compagnie Insolé, donc de la Côte d'Ivoire, qui était médaillée des Jeux de la francophonie. Ils sont invités à prendre part à la tournée française du spectacle Faro Faro. Donc, il y a donc beaucoup de la direction de la culture donc met l'accent sur cet accompagnement des lauréats et des artistes. Et au niveau également donc des, si vous voulez, des sportifs. Bon, des sportifs, on a Marie-Josée Talou, on a pas mal qui ont émergé. Je cherche. On a, si vous voulez, on a eu Marie-Josée Pérec, on a eu David Douillet, on a eu Marie Colombville, on a eu Patricia Gijard. Comme vous venez de le dire, on a eu Odia Sidibé, on a eu des judokas, Frédéric Jossin, Marie-Claire Estou. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, quelque part, c'est un tremplin pour ils sont jeunes et c'est un tremplin qui permet d'aller dans les grandes compétitions par la suite. Donc, c'est une occasion, c'est pas grâce qu'ils vont, mais c'est une compétition en plus. Donc, ces Jeux de la francophonie qui, par moment, c'est vraiment une découverte de talent.
Donc, et nous nous sommes heureux et nous sommes fiers de savoir qu'il y a des joueurs, qu'il y a des athlètes de très haut niveau qui ont participé et qui ont pris part aux Jeux de la francophonie. Ceci, de toute façon, prouve que l'organisation des Jeux respecte les normes des fédérations internationales. Ils sont organisés en collaboration et sous l'égide de ces fédérations internationales et respectent toutes les directives avec l'accompagnement des délégués techniques et des arbitres internationaux toujours présents ainsi que les experts culturels. Moi, je suis sportive, j'ai tendance toujours à dévier vers le sport et il faut me ramener également à la culture pour faire l'équilibre. Donc, là, j'avoue, donc avec nos experts culturels de très haut niveau et en plus avec les moyens que les pays mettent dans tout ce qui est organisation artistique, donc la mise en scène, évidemment, nous sommes, on va dire qu'on est modeste, on reste à niveau parce que nous sommes les seuls, si vous voulez, que nous avons un règlement et nous avons des critères pour ce volet culturel qui est complexe en fait. Et on a des critères de sélection qui restent assez complexes, mais ça permet quand même à des artistes de vraiment de briller et d'être portés à l'international par la suite. Bien sûr. J'ai envie de rajouter, de vous raconter une anecdote. Donc, c'est un match de football que j'ai couvert en qualité de journaliste sportif où j'ai rencontré un jeune joueur, légèrement plus âgé que moi. Et tout de suite, je lui ai dit d'où je venais. Et je lui ai dit que je venais du Niger. Christophe Diédou, il s'appelle. Mais tout de suite, sa réaction, c'était de dire « Ah, j'ai été au Niger en 2005 ». En 2005, il lui dit il a participé aux Jeux de la francophonie et c'est de là qu'est partie sa carrière. Je crois qu'il a eu une sélection avec l'équipe nationale des Lions de la Teranga du Sénégal et on peut citer pas mal d'exemples. En football, il y a eu assez de joueurs. Le Maroc, l'année dernière, a aligné un joueur qui a été médaillé d'or au dernier Jeu de la francophonie à Abidjan et qui se retrouve aujourd'hui à l'AS Monaco. C'est un peu pour dire que des tremplins, des jeux, est vraiment une égalité. Monsieur Sangor, toujours en restant sur ce thème africain, vous, dans votre compétition au Sénégal, quelle est la place des Jeux de la francophonie dans votre agenda? Bon, vous avez bien dit que je suis responsable du dossier national pour la participation du Sénégal aux prochains Jeux de la francophonie. Donc, je ne voudrais pas trop m'appesantir uniquement sur le sport. Je voudrais parler culture. Et j'avoue que sur ce plan-là, sur le plan culturel, j'ai des limites. Et c'est pour cela que quand un courrier nous a été transmis par le CIJF, nous avons mis en place un comité préparatoire pour la participation du Sénégal aux prochains Jeux de la francophonie à Kinshasa en 2022. Et dans ce comité, nous avons des représentants du ministère de la Culture et de la Communication, du ministère des Affaires étrangères qui a en charge la francophonie, bien également le ministère des Sports. Et ce comité va se charger de préparer la participation du Sénégal aux prochains Jeux. C'est pour ne pas que l'on pense qu'il n'y a que le sport dans l'organisation des Jeux de la francophonie. Bon, pour tout ce qui est de l'agenda du Sénégal par rapport aux Jeux de la francophonie, je crois qu'il est important de préciser que les Jeux de la francophonie vont arriver avant les Jeux de Paris 2024, mais également avant d'autres grands événements. Et ce sera le moment pour nous de faire une bonne préparation, faire une bonne sélection pour participer et aux activités culturelles, mais également aux activités sportives. Donc, 2022, c'est une année de Coupe du Monde de football, même si ce ne sont pas
les joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde de football. Mais déjà, ça nous permet d'entrevoir une bonne organisation de l'événement à Kinshasa et peut-être mieux préparer notre participation et à la CAN de football et à la Coupe du Monde Qatar 2022. Bien également, les Jeux de Paris 2024 sont des Jeux olympiques pour tous les continents, mais également pour toutes les langues. Mais je crois que quand Paris organise, c'est comme si c'était la francophonie qui organisait. Donc, naturellement, nous ferons tout pour avoir une bonne participation aux Jeux de la francophonie à Kinshasa, pour envisager d'avoir beaucoup de qualifiés sénégalais au niveau de Paris 2024. Donc, l'événement de Kinshasa 2022 arrive à point nommé et nous ferons tout en tout cas pour avoir une bonne participation. Vous l'avez rappelé, vous êtes responsable dossier du Sénégal. Vous avez parlé d'un aspect sportif et culturel, ce que représentent les Jeux, mais j'ai aussi envie de vous entendre sur l'aspect administratif, dans la préparation administrative. Oui, certainement. Donc, nous avons déjà tenu 2 réunions et les responsables des différents dossiers ont été nommés, notamment sur le volet sport, le volet culture, le volet communication, mais également le volet francophonie. Et toutes ces personnes sont appelées sous peu à se rencontrer à nouveau parce que ce ne sont pas des qualifications directes pour les Jeux de la francophonie. Il faudrait passer par des éliminatoires. Et donc, ce comité va se charger de préparer les dossiers, comme je l'ai dit tantôt, mais également de préparer les athlètes, les artistes pour une bonne participation aux prochains Jeux de la francophonie. C'est déjà ça. Et Madame la directrice, M. Senghor a évoqué les Jeux de 2024, mais déjà 2022 seront les 4e Jeux de la francophonie qui sont organisés sur le continent. Il y a eu Rabat, il y a eu Niamey, il y a eu Abidjan en 2017, et là, donc, encore l'Afrique, encore le continent noir. Mais expliquez-nous cet attachement des Jeux au continent africain. C'est la 9e édition. Aujourd'hui, on n'a plus, si vous voulez, on ne retient plus le langage nord-sud. En fait, c'est un appel à candidature qui est lancé. Donc, on est sur une seule planète. Donc, c'est normal. Il y a le plus grand nombre de francophones également donc, sur le continent africain. Donc, c'est légitime qu'il y ait toujours des pays qui postulent. Donc, aujourd'hui, moi, franchement, j'ai assisté parce que bon, j'étais une athlète de haut niveau dans mon pays et j'ai assisté à beaucoup de compétitions internationales, Jeux olympiques, championnats du monde, championnats universitaires. Mon premier contact avec l'Afrique, c'était les Jeux du Niger. Et là, j'ai vécu une expérience particulière. Et tout le monde, et je le répète, et tout le temps je le dis, là, j'ai été touchée profondément, non par la qualité des athlètes, non pas par la qualité, parce que tout était bon, l'organisation était bonne, mais c'était la chaleur humaine, c'était le contact humain, c'était la diversité, ce brassage qu'on ne vit pas dans une autre compétition. Là, vraiment, c'était un rapprochement entre des cultures différentes, mais un rapprochement très fort, vraiment un contact très fort. J'ai été très, très, très touchée, vraiment. Et ça m'a et depuis donc j'ai, si vous voulez, cultivé cette sensation et cette impression que les jeux sont importants parce qu'ils ne rapportent pas seulement, si vous voulez, la haute performance ou les résultats ou la médiatisation, tout ce que véhiculent les autres grandes organisations, mais on apporte des valeurs humaines qui sont très sensibles et qui sont
Moi, je sais, notre délégation libanaise, quand on se prépare pour les Jeux de la francophonie, il y a un engouement. Tout le monde veut y aller. Tout le monde veut y aller parce qu'ils savent qu'ils vont vivre une expérience qui est différente, qui est vraiment particulière. Donc, aujourd'hui, il faut dire aussi que les Jeux de la francophonie permettent à des pays comme le mien, moi je donne l'exemple du mien, du Liban, permettent de former vraiment, de préparer une délégation importante parce que l'exigence, elle n'est pas celle des grands événements sportifs, les qualifications ne sont pas aussi exigeantes et aussi hautes, donc ça permet à une catégorie d'athlètes quand même et d'artistes qui sont mordus de sport, qui sont mordus de culture, qui ont envie de vivre une expérience internationale, d'y participer. Donc, c'est vraiment particulier. Donc, on a en général une grande délégation. Alors, quand si on veut aller aux Jeux Olympiques, on a droit à un athlète, pas plus, parce qu'on n'a pas d'athlète qualifié. Donc, c'est vraiment une grande occasion. Et c'est quand même une compétition internationale. C'est beaucoup de participation. C'est des compétitions avec des normes respectées et de haute qualité, comme on l'a prouvé d'ailleurs sur l'édition d'Abidjan et les bien autres éditions. De toute façon, on a toujours respecté les critères et le règlement des fédérations internationales. Donc, je dis, c'est vraiment une occasion. C'est une occasion qui est particulière et qui est importante. Et l'Afrique peut-être le ressent encore plus que d'autres, peut-être les pays africains le ressentent encore plus que d'autres. Peut-être c'est ça l'engouement. Et on voit les terrains ne se désemplit pas dans toutes les disciplines, c'est particulier. Hein. Les terrains sont toujours montés, toujours remplis. Donc même au niveau de l'Alliance populaire, il y a vraiment les gens suivent et apprécient. Si. Et c'est vraiment encore là une originalité des Jeux. J'ai envie de mentionner sur cet aspect-là, l'aspect du village des Jeux qui permet un brassage. Vous imaginez des athlètes venus d'Haïti, un athlète qui vient du Niger. Quel est l'événement qui permet à ces deux peuples de se voir en dehors des Jeux de la francophonie? Vous prenez un artiste qui vient du fin fond du Canada, vous le comparez à un artiste en compétition qui vient du Mali. Il se retrouve sur le site des Jeux et c'est là le brassage. Monsieur Senghor, vous êtes responsable dossier, donc vous avez chapeauté, vous avez été à la tête de la délégation du Sénégal, ne serait-ce qu'en 2017. Quel est le souvenir marquant de ces Jeux? Cette question n'était pas prévue, je le dis, mais il n'y a pas de mots en fait pour expliquer cet aspect humain des Jeux, mais j'ai envie de vous entendre sur les Jeux d'Abidjan. Bon, je devrais préciser qu'en 2017, j'ai été invité par monsieur le ministre des Sports qui a souhaité que je participe à ces Jeux en tant qu'invité. Donc, j'ai pu participer à cet événement en tant qu'invité et spectateur. Et j'ai pu voir que l'engouement qu'il y avait autour de l'organisation de cet événement. On a vu que toute la capitale abidjanaise, j'allais dire toute la Côte d'Ivoire, était mobilisée autour de cet événement et on a pu constater que lorsque les compétitions se déroulaient, toutes les salles étaient pleines. Le soir, avec les activités culturelles, il fallait aller sur les rives du fleuve pour voir quel est l'engouement de la population autour de ces événements culturels. Mais je voudrais également ajouter qu'à travers les compétitions sportives, notamment la lutte africaine, il y a eu un réel engouement autour de cette discipline sportive. J'y insiste pas parce que, bon, il est vrai que le Sénégal a gagné beaucoup de médailles, au moins 8 à 9 médailles d'or. Mais le Niger en plus. C'était très populaire et je pense que ce qui était inédit, c'était la participation des pays du Sud, du Nord, et même la Roumanie a pu gagner une médaille d'or. Intéressant et Nigeria. Et cela montre qu'en tout cas, que la francophonie a pu développer cette discipline
qui est d'origine africaine, j'allais dire même ouest-africaine, mais qui a pu voir certains pays d'Europe, d'Amérique participer à cette activité et gagner des médailles. Et je crois qu'il y a lieu de travailler pour faire des Jeux de la francophonie, d'en faire un tremplin pour développer certaines disciplines. Je crois qu'il y a de la place pour faire avancer la lutte africaine vers le niveau mondial et pourquoi pas le niveau olympique, parce que les règles sont claires, il y a un réel engouement et je crois qu'il y a lieu d'y travailler. L'autre facette de l'organisation de cet événement, c'est que ces Jeux ont permis de voir ce pays uni, en tout cas pour les 15 jours que j'ai passés là-bas. On sait que ce pays, à un certain moment, il n'y avait pas la paix qui était là-bas, mais durant les Jeux, on a vu une Côte d'Ivoire unie. Et ça, il faut s'en féliciter. Et je crois qu'il y a lieu à ce que la francophonie continue à travailler dans ce sens et que le sport et la culture puissent permettre l'unification d'une famille. Bien sûr, et j'ai l'intime conviction que ça sera un prolongement en République démocratique du Congo, donc le Congo qui organisera les prochains Jeux. Madame la directrice, le directeur du CNJF n'est malheureusement pas avec nous, mais je vous pose quand même cette question. Quel est l'état d'avancement en termes d'organisation des prochains Jeux? Je vais juste rebondir sur la question des résultats. Les Libanais, on n'a pas de résultats au niveau sportif, mais on a beaucoup en culture. Donc, ça peut marquer notre particularité. Peut-être qu'on n'est pas doué en sport, mais la partie culturelle, on est très doué. Donc, surtout quand il s'agit de la langue française. Donc, donc pour la RDC, la RDC, là, nous avons eu avec le report donc, des Jeux olympiques qui se sont positionnés sur nos dates. La RDC a vraiment une deuxième chance pour encore mieux organiser que prévu les Jeux de la francophonie en 2022. C'est vrai que le défi était grand de pouvoir organiser dans un délai de 1 an ces Jeux alors qu'il y avait des infrastructures à construire. Donc, aujourd'hui, nous sommes en suivi permanent. On a de notre part, on a mandaté des cabinets d'architecture, donc qui font le suivi avec les cabinets d'architecture qui sont mandatés par le Haut Comité de pilotage. Pour le moment, je peux dire qu'on est sur la bonne voie. Donc, théoriquement, ça devrait s'enclencher rapidement vers la fin septembre ou octobre, le début de la construction des sites. Parce qu'en fait, le site qui demande le plus de temps, essentiellement, c'est le village d'hébergement. Donc, on en est là. Donc, sinon, côté terrain de foot, ça ne cause pas de problème. Stade d'athlétisme, ça ne cause pas de problème. Des salles de tennis de table et de judo, donc ça, c'est facile. Mais ils ont l'intention, en fait, de créer quelque chose de durable. Parce qu'en fait, avant, ils étaient partis sur une construction comme celle d'Abidjan, donc du préfabriqué, parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Aujourd'hui, puisque le temps le permet, ils vont plus vers un village et des constructions solides qui vont permettre peut-être aussi un développement plus durable au niveau Tata Raphaël. Donc là, on parle de validation, d'échange, de plans, donc je ne peux pas dire plus, mais je peux rassurer qu'actuellement, à l'heure où on en parle, les travaux, le CNJF est bien installé dans ses bureaux, donc les commissions sont en train de se mettre en place. Les délégués techniques des fédérations internationales sont en étroit contact avec les fédérations nationales et le comité national des Jeux. Donc, on va entamer, comme je viens de dire, rapidement les formations par visioconférence. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, bien sûr, c'est assez clair, c'est limpide.
je rappelle encore une fois le thème de ce webinaire qui est sur l'impact des Jeux de la francophonie sur le mouvement sportif africain. À travers ce webinaire, je le signale encore une fois, les internautes ont la possibilité de nous poser des questions. Il y a une question de Étienne Griot déjà qui vous félicite hein, tous les deux pour la qualité de ce débat. Et la question, je crois qu'elle s'adresse à vous, Madame la directrice. Étienne Griot qui demande si un programme de bénévoles est prévu. Oui, bien sûr. Ou volontaire. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a un programme de bénévoles national. Donc, il y a une commission de bénévoles. Donc, au sein du Comité national des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Donc, si c'est pour une candidature, il faudrait s'adresser au Comité national des Jeux de la francophonie. Et il y a un programme également de volontaires international qui n'est pas encore précisé. On va probablement l'annoncer au niveau de l'OIF. Donc, il y a à deux niveaux, des volontaires à l'international et il y a des bénévoles, une commission de bénévoles. Parce que l'organisation d'un événement de cette envergure nécessite quand même la mobilisation de plus de 1500 bénévoles. Donc, et on recherche des bénévoles bien spécialisés dans chaque secteur organisationnel. Donc là, si vraiment il y a des bénévoles dans la région ou dans le monde francophone qui ont déjà participé à des compétitions ou à des événements majeurs internationaux, ils sont vraiment les bienvenus. Donc pour pouvoir contribuer au bon fonctionnement des commissions, des différentes commissions. Parce qu'en fait, vous savez, c'est un événement multidimensionnel qui demande des experts et des spécificités bien précises dans différents secteurs organisationnels, que ce soit dans le transport, dans la restauration, au niveau de l'accréditation, au niveau des sites sportifs, des sites culturels, de la communication. Donc vraiment, les bénévoles vont se déployer, l'accompagnement des délégations, donc ils vont se déployer dans tous ces secteurs. Donc, c'est vraiment ça, c'est un appel. Il y a des expertises, ils sont les bienvenus. On l'a bien compris, ces bénévoles sont la cheville ouvrière donc un symbole de réussite des Jeux. Monsieur Léopold Germain, je rappelle que vous êtes directeur de la haute compétition au ministère des Sports du Sénégal. J'ai envie de vous poser cette question, vous qui êtes dans les grands événements. Est-ce que le développement du sport africain passe par l'organisation de grands événements, d'événements majeurs tels que les Jeux de la francophonie? Oui, certainement. Je pense que l'Afrique l'a bien compris, en particulier le monde, l'Afrique francophone. Je pense que sur 8 éditions, déjà 4 ont déjà été organisées en Afrique. Et là, je crois qu'il faudrait continuer à en organiser. Le Sénégal devait organiser les Jeux olympiques de la jeunesse en 2022, mais en raison de la crise sanitaire, ces Jeux ont été reportés en 2026. Je crois que l'Afrique, parce que nous ne parlons plus francophonie, nous parlons Afrique maintenant, mais l'Afrique l'a bien compris. Et c'est pour cela qu'en 2010, l'Afrique du Sud a organisé la première Coupe du Monde en Afrique. Et depuis cette date, nous constatons que beaucoup de pays passent le premier tour de la Coupe du Monde. Mais je crois qu'il faut continuer à accueillir et à organiser des événements en Afrique. Comme l'a dit tantôt Mme Mina, ça permet de développer le pays, pas uniquement dans le domaine du sport, mais également dans le domaine des infrastructures. Je veux parler des routes, des aéroports, des hôtels. Donc ça permet également de développer la culture, le tourisme, et je crois qu'il y a lieu de continuer à organiser des événements sportifs en Afrique. Ceci me fait penser à une demande, je ne citerai pas le nom,
On avait même pensé en 2025 organiser, en tout cas déposer la candidature du Sénégal pour l'organisation des prochains Jeux de la francophonie en 2025. Mais avec le décalage des Jeux olympiques de la jeunesse en 2026, donc tout est plus ou moins chamboulé. Donc, mais le Sénégal est plus ou moins, en tout cas, a une idée derrière la tête par rapport à une future organisation de Jeux continentaux ou mondiaux, voire linguistiques. Donc, ça permet toujours d'organiser des événements. Donc, sur ce plan-là, le Sénégal a essaie de continuer à organiser des événements. Déjà, la CAN de beach soccer sera organisée au Sénégal dans les prochains mois, en tout cas avant avril 2021, donc parce que la CAF a attribué l'organisation de cet événement au Sénégal. Et je pense qu'il y a lieu de continuer. Nous le ferons pour le basket. On l'a fait pour l'Afro-Basket en 2019, où nous avons pu remplir le joyau que nous a offert le président Macky Sall, notamment Dakar Arena, qui a à peu près une contenance de 15 000 personnes. Donc, en tout cas, il faut construire des événements, mais il faut également savoir organiser et remplir ces stades pour ne pas en faire des éléphants blancs. Ils ne le seront pas, on est certain, on est certain. Madame la directrice, vous êtes à la tête de la direction des Jeux depuis 2019. J'ai tout de suite envie de vous demander, on a senti votre engouement, votre dévouement en faveur de ces Jeux qui devaient se tenir au Canada. Malheureusement, le Canada a désisté. On a tout de suite eu la République démocratique du Congo, preuve de votre engagement en faveur de la tenue de ces prochains Jeux-là. Vous, dans votre position, quel virage souhaitez-vous donner à ces Jeux? Quel est votre message à l'endroit des dirigeants, des sportifs, des athlètes et aussi des artistes? Aujourd'hui, vous savez, le sport, c'est devenu une caractéristique des nations développées ou en développement. Aujourd'hui, c'est un outil de la diplomatie sportive ou d'une volonté, ça traduit une volonté politique. Hein, il devient quelque part un appel du clairon culturel, économique et social. Donc, il est plus ou moins il est lié à la perception qu'ont les citoyens de leur nation. Aujourd'hui, les Jeux de la francophonie sont une occasion. Ils sont une occasion importante dans certains pays de ce monde. De pouvoir concrétiser ses volontés, sans aller dans les excès. Donc aujourd'hui, les Jeux de la francophonie, pour moi, ils devraient avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une occasion à une autre catégorie de jeunes de participer et de vivre cette expérience inoubliable et vraiment particulière. Qui peut-être aujourd'hui n'auront pas l'occasion d'aller vers les Jeux Olympiques et n'auront pas la chance de se faire qualifier pour aller dans des championnats du monde, vu l'exigence aujourd'hui, vu aussi le développement de la recherche en sciences du sport, vu que l'âge de l'athlète aujourd'hui s'est beaucoup développé, on retrouve les mêmes d'une édition à l'autre. Donc aujourd'hui, les Jeux de la francophonie, c'est une occasion particulière à ces jeunes. Donc, nous souhaitons donc nous mettre l'accent sur cet aspect vraiment d'une opportunité à ces jeunes de vivre une expérience internationale. Et également, nous souhaitons mettre l'accent également sur on va dire sur une organisation qui est accessible, qui est respectueuse de la diversité de la culture, de la parité femmes-hommes, de l'environnement, de la cohésion sociale. Donc, nous, avec les valeurs qu'on partage, l'équité, la solidarité, l'excellence, la responsabilité, d'avoir des jeux engagés en faveur du développement durable et des grands enjeux sociétaux. Aujourd'hui, c'est ça l'accent. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, la voie dans laquelle les Jeux de la francophonie vont prendre.
Donc, ce sont des actions concrètes. On a déjà en Côte d'Ivoire engagé quelques actions sur le développement durable. Donc, on veut les perpétuer. On veut parler de ces impacts des jeux écologiques et des jeux. Et ça, c'est facile. Aujourd'hui, tout le monde va vers ça. Et surtout, avec cette crise sanitaire du Covid, elle nous a appris à vraiment fortifier ces aspects et mettre l'accent déjà dès l'accompagnement dans les infrastructures, dans la formation des gens, dans les actions pérennes qu'on peut faire en marge des jeux. Aujourd'hui, c'est très important de mettre l'accent sur ces aspects, quoi. Donc, écologie, développement durable, préserver la biodiversité, végétaliser les sites. Donc, aujourd'hui, c'est une occasion dans les pays en plein développement de se saisir de cet outil qui est important, qui donne beaucoup de visibilité parce que c'est un outil quand même qui est transmis à l'international. Donc, pouvoir mettre en exergue cette nouvelle approche et c'est une nouvelle visibilité pour le pays pour montrer également une nouvelle diplomatie, si vous voulez, qui répond aujourd'hui à l'exigence internationale, à l'exigence des normes, si vous voulez, écologiques. Et, voilà. On a tout de suite, j'ai envie de dire, de nous plonger dans les prochains jeux. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous sommes pratiquement à 1 heure de débat sur ce thème, l'impact de ces jeux sur le mouvement sportif africain. Dernier tour de table, dernière question. Évidemment, ça sera encore sous des perspectives. Madame la directrice, je reviens vers vous. Comment pouvons-nous améliorer l'aspect marketing des jeux de la francophonie? Comment peut-on rendre ces jeux plus attrayants pour une meilleure couverture médiatique de ces jeux? Parce que ces jeux regorgent beaucoup de qualités, mais très peu connus, malheureusement. Et, il faut, on est engagé envers des jeux. On sera plus connus. Hein. Donc, oui, évidemment, donc, mettre l'accent pour une meilleure organisation. Donc, on a un bel outil, on a une bonne organisation. Il faut mettre l'accent, comme je viens de le dire, donc je ne vais pas me répéter. Donc, l'accent sur tous ces aspects d'impact sociétaux. Donc, aujourd'hui, les jeux doivent apporter ce que je viens d'expliquer. Donc, les rendre plus attractifs, peut-être. Là, on est en pleine réflexion. Je vous dis sincèrement, on est en pleine réflexion. Pour voir quelles seront les disciplines adaptées, qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes, quelles sont les perspectives avec tout ce développement de la technologie, avec maintenant la crise sanitaire qui exige également qu'on se reconsidère beaucoup de choses. Donc là, on est en pleine réflexion. Mais peut-être il faut s'adapter aussi parce que les pays francophones sont très divergents et géographiquement et culturellement. Donc, on a la langue française qui nous unit et c'est un outil formidable. Donc, peut-être aussi à ce niveau-là, il faut voir, peut-être être souple au niveau des disciplines. Par exemple, pour nous, je donne l'exemple du Liban. Par exemple, nous, on a le sport phare, c'est le basket homme, hein, ou le football homme. Donc, pour les Jeux de la francophonie, il y avait basket féminin et il y avait football junior. Peut-être ça n'a pas que l'athlétisme est presque, bon, on le connaît dans des endroits et dans vraiment un public cible, quoi, mais c'est pas connu de la population. Donc, peut-être qu'il faut rester un peu souple au niveau des pays organisateurs pour pouvoir choisir les disciplines qui sont phares dans le pays, qui peuvent mobiliser, parce qu'il faut mobiliser en fait les spectateurs, la population, l'adhésion du public, l'adhésion sociale pour en créer vraiment finalement un événement. Parce que l'événement, ce n'est pas le fait d'être transmis à l'international, mais l'événement, qu'est-ce qui peut impacter le pays en lui-même? Ce n'est pas le fait de juste produire des images pour les transmettre à l'international, mais qu'est-ce que ça peut apporter au pays même? Donc là, je vous dis, je ne m'engage en rien, je suis en pleine réflexion, mais nous avons besoin d'une adhésion, nous avons besoin vraiment de tous les pays francophones qu'on travaille main dans la main, qu'on s'aide, qu'on s'entraide tous, parce que bon, nous, le comité international, nous sommes
Tout au plus, nous sommes 6 personnes avec nos volontaires et nos stagiaires. Donc, ça ne nous incombe pas à nous seuls de vraiment réfléchir. Nous avons un conseil d'orientation. Après, nous avons les États, tous les États qui sont partenaires de cette réflexion et de ce développement sous, évidemment, l'égide de la secrétaire générale qui est vraiment... qui, je pense, à mon avis, voudrait en faire des jeux exemplaires, donc des jeux de l'avenir. On va parler des jeux de l'avenir. Mais ça, on ne peut pas répondre comme ça directement, parce qu'en faire des jeux et voir l'avenir de la jeunesse francophone, qu'est-ce qu'elle veut exactement, ça demande une pensée et une réflexion très approfondie. Voilà. Et Bien sûr. et je parle toujours, donc l'intérêt, comme les journalistes et les médias, dans l'intérêt qu'ils portent, c'est ça qui fait porter également les jeux à l'international. Voilà. On s'y engagera, on s'y engagera. Monsieur Sangor, dernière question pour vous qui, une fois de plus, je le rappelle, vous vous occupez du Sénégal dans les plus grandes compétitions. Vous, à votre niveau, qu'est-ce qui manque aux Jeux pour être à la hauteur des Jeux olympiques, pour que ces Jeux soient enfin reconnus à leur juste valeur? Oui, déjà, je crois qu'il faudrait commencer par rendre ces Jeux beaucoup plus populaires en termes de participation. À la francophonie, nous sommes à peu près 90 États et gouvernements, et la moyenne est de 50%, voire un peu moins de 50% pour la participation. Je crois qu'il y a lieu de travailler et d'encourager les pays membres, mais également les pays observateurs, les pays invités et autres. Il faudrait y travailler et les inviter à une large participation à nos événements. Tout à l'heure, Mme Mina a parlé d'une certaine mobilité lors du choix des disciplines. Je crois qu'il faut aller vers un peu plus d'originalité, changer les disciplines, voir les disciplines qui sont beaucoup plus populaires chez les jeunes. Comme vous l'avez constaté, on avait prévu d'introduire le breakdance, le skate au niveau des Jeux olympiques de la jeunesse de 2022. Je crois qu'il y a lieu d'insister pour qu'au sein du Conseil d'orientation de la francophonie, pour qu'on puisse élargir le nombre de disciplines. Autre chose, c'est de voir dans quelle mesure les États pourraient participer et appuyer davantage le CIJF à mieux organiser ces événements. On sait que ce sont des jeux qui sont plus ou moins politiques parce que ce sont les États et les gouvernements. Et pour ce qui est de la diffusion des images de la francophonie, presque tous les États sont plus ou moins prêts à les diffuser parce qu'ils y participent. Mais je crois qu'il y a lieu de participer davantage pour permettre au CIJF d'avoir beaucoup plus de ressources et lui permettre de mieux organiser nos événements. Bon, pour ce qui est de nous rapprocher des Jeux olympiques, je crois qu'il faut beaucoup de moyens pour cela. Rien qu'en termes de chiffres, nous sommes loin des Jeux olympiques. Il y a à peu près 206 nations qui participent aux Jeux olympiques, mais il y a un système de distribution des places pour qu'on puisse avoir presque tous les pays qui participent. Et je crois qu'il y a lieu de faire des efforts dans ce sens pour la francophonie, mais également en termes de discipline. Les Jeux olympiques ont beaucoup plus d'épreuves. Donc, mais ça, c'est lié aux moyens. Donc, il faudra peut-être travailler pour que, en tout cas, que le CIJF ait beaucoup plus de moyens. Et je pense que l'organisation des Jeux sera beaucoup plus facilitée.
Merci pour vos observations, pour ces suggestions, pour voir des jeux qui vont encore croître en notoriété. J'ai envie de vous dire, Djeredjef, en attendant, je fais appel à Mustapha. Je fais appel à Mustapha pour clore ce débat. À vous aussi, Madame la directrice, Choukran. J'espère que ça se dit ainsi dans votre langue maternelle. Mustapha, vous avez la parole. Merci plus que Choukran. Merci Abdel. Voilà, je tiens à remercier chaleureusement tous les intervenants et participants pour leur participation à ce webinaire et particulièrement à Madame Zena et M. Senghor de l'enthousiasme dont ils ont fait preuve en partageant leur expérience et connaissances, ce qui a fait de cette conférence un succès qui a une fois de plus dépassé nos attentes. Donc, merci aussi à vous, Abdel Malik, comment dirais-je, qui a tout fait pour rendre ce webinaire successif avec une ténacité sur les questions et sur l'orientation du débat. Donc, merci encore une fois de plus. Que Dieu vous protège, vous et vos familles, contre le Covid-19. À bientôt lors de nos prochaines sessions et merci. Au revoir. Merci, Mustapha. Merci. Merci. Juste saluer la mémoire de Ali Bourama, le défunt secrétaire général de la Conféges. Et certainement... Un bon appui au jeu, hein, je veux dire. Voilà. Une grande perte pour les jeux. Voilà. Perte pour les jeux. Et merci à Mustapha, à Malik, naturellement à Madame Mina. À très bientôt. Allez, à très bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Bye.